Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger au cœur de la manifestation unitaire des hôpitaux publics qui s'est déroulée le 14 novembre dernier dans toute la France. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, le 12 octobre 2018 à l'Assemblée nationale. Voilà, toujours plus de moyens. Nous savons que ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moyens, puisque nous allons mettre énormément de moyens aujourd'hui dans le plan de santé. Nous avons 3,4 milliards d'euros qui vont accompagner ce plan Ma Santé 2022, dont près d'1 milliard d'euros dédiés simplement à l'investissement immobilier. Et donc, je pense que nous sommes au rendez-vous des besoins avec un plan parfaitement équilibré et salué par l'ensemble des acteurs comme étant un modèle de ce qu'il faut faire. Soignants épuisés, patients en danger. Soignants fatigués, patients en danger. Depuis des mois, les personnels urgentistes se mobilisent. Et sous le cri de ralliement « Sauvons l'hôpital public », modèle que d'ailleurs les Français semblent encore et toujours plébisciter, de nombreux syndicats, collectifs et personnels soignants s'étaient donc donné rendez-vous ce jour-là. Alors entre calculettes, urgences ou tensions, soins techniques et crise sanitaire, hôpitaux, entreprises et fermeture de lits, petite balade, micro ouvert, à rencontrer des gens en colère. Alors je suis Virginie, je suis infirmière anesthésiste, ça fait 12 ans que je fais du SMUR, 25 ans que je suis infirmière anesthésiste. Alors les infirmières anesthésistes, c'est les études d'infirmière, plus minimum 3 ans de pratique médicale. Et ensuite on est recruté sur concours et 24 mois d'école en plus, ce qui nous amène à un niveau master. Ok, mais là je te croise pas sur ton lieu de travail, là je te croise aux Invalides pendant une manifestation, mais alors qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Alors je suis venue dire que l'hôpital est en crise, qu'on n'a plus de lits pour mettre nos malades, qu'on tourne avec des patients graves dans les camions du SAMU parce qu'on n'a pas de place pour les mettre dans des services de réanimation, que tout part du SAMU, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de psychiatres dehors, donc toutes les décompensations psychiatriques, tout arrive au SAMU, que les personnes âgées, il n'y a plus de place pour les recevoir, donc on les amène parce qu'on n'a pas le choix à s'entasser dans des couloirs des urgences, les urgences n'ont pas d'autre choix que de les laisser là parce qu'ils n'ont pas de lit pour les hospitaliser. C'est dramatique. Et toi, tu expliquais que ça faisait au moins 12 ans que tu pratiquais. Ouais. Voilà. Comment tu as vu la situation évoluer depuis ces 12 ans alors ? Est-ce qu'il y a eu des moments marquants ? Comment tu vois, tu résumerais ça ? Je dirais depuis 5 ans, c'est la crise des lits, sans cesse. Avant, on connaissait la crise des lits plutôt l'été, pendant les vacances, ou par exemple pendant les épidémies de grippe. Maintenant, c'est toute l'année, tout le temps, et c'est de plus en plus en tension quand il y a des périodes de crise. Et du coup, tu ne travailles pas toute seule. Ce sentiment-là, il est complètement partagé. C'est unanime ou est-ce qu'à l'intérieur, c'est plus compliqué ? Non, c'est unanime. Là, 100% des infirmiers anesthésistes du SAMU de Versailles sont en grève. On a des médecins qui sont avec nous. Les ARM aussi, donc c'est les assistantes de régulation médicale, celles qui répondent au téléphone, qui sont également en grève parce qu'elles n'en peuvent plus. On nous demande toujours plus, avec de moins en moins. Mais alors c'est quoi ? C'est une situation où c'est des comptables qui gèrent cette situation ou qu'est-ce qui se passe ? L'hôpital, d'après les directeurs, doit être géré comme une entreprise. Et nous, on leur dit non. En fait, on ne fera jamais d'argent sur la mauvaise santé des gens. On ne fera jamais d'argent sur la maladie. Je crois que dans un pays dit civilisé, on doit prendre en charge les gens dignement, ce qui n'est plus le cas. Mais alors, du coup, essayons d'imaginer des solutions. Ça serait quoi les solutions d'après toi ? Les solutions, c'est d'ouvrir des budgets pour avoir plus de personnel, pour s'occuper des gens, d'avoir plus de lits pour savoir où les mettre, et donc plus d'argent. Voilà. Et du coup, le gouvernement a fait quelques propositions là. Sur une échelle de 1 à 10, ils situent où leurs propositions ? 0, parce qu'en fait, les propositions qu'on a vues, les 8 petits items là, de Madame Buzyn, on les a lus.
En fait, pour la plupart, ce sont déjà des items qui existent à l'hôpital et qui sont absolument pas remplis. Et en plus, alors pour nous IAD, et ça c'est un autre combat pour les infirmiers anesthésistes, on veut nous dévaloriser, faire comme si on n'avait pas fait ces études-là en plus. Donc non, c'est nul, en fait, ça sert à rien. Et ça existe déjà. Alors je voudrais juste dire que c'est les soignants qui sont dans la rue aujourd'hui, mais que ça concerne l'ensemble de la population française. C'est votre santé et si vous faites rien, vous allez mourir. On va vers un système de médecine à 2 vitesses, à savoir que les gens qui ont de l'argent seront soignés et les autres, les pauvres, ils seront dans des hospices et on les laissera mourir comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent pour la recherche, ça veut dire qu'on n'évolue plus sur les traitements, ça veut dire qu'on n'a plus personne pour faire des protocoles et ça veut dire qu'on meurt et c'est surtout la population en fait qui va mourir. Nous on vit des situations dramatiques et ça nous arrache le cœur. Voilà. Je t'en prie. Je suis donc Jacques Trévidic, docteur Jacques Trévidic, président d'Action Praticien Hôpital, la première intersyndicale de médecins hospitaliers. Au-delà de tes études, tu as combien d'expérience dans l'hôpital? Oula, j'ai commencé à travailler à l'hôpital fin 1982. Ça fait combien de temps ça commence à faire un petit paquet intéressant, ouais. Et du coup, comment tu as vu la situation évoluer, voire en l'occurrence se dégrader, toi? Alors depuis une dizaine d'années en fait, visiblement les budgets hospitaliers sont insuffisants et nous demandent tous les ans de faire des économies par rapport à l'évolution des dépenses naturelles. Et depuis 10 ans, l'hôpital est vraiment au régime sec. Et on est arrivé à un point où c'est la qualité des soins qui est en cause, très largement. Donc c'est une situation qui date déjà de pas mal de temps, mais aujourd'hui on ne peut plus continuer comme ça. Donc nos revendications, elles sont très simples. D'abord un niveau de financement de l'hôpital public qui soit décent. Nous on estime qu'il faut ce qu'on appelle un ONDAM, il soit voté à plus 4,4% minimum pour ne serait-ce que maintenir l'existant. Sinon on va encore réduire la voilure. On considère aussi que les carrières hospitalières ne sont plus attractives, notamment pour les médecins hospitaliers qui fuient l'hôpital public ou les jeunes médecins qui n'y rentrent plus. Et donc là, ça pose vraiment un problème pour prendre en charge les patients, puisque s'il n'y a plus de médecins à l'hôpital public, c'est une catastrophe, quoi. L'hôpital public s'effondre. C'est le sens aujourd'hui du message. Et puis, nous pensons que le circuit des décisions importantes à l'hôpital aujourd'hui écarte beaucoup trop les médecins et les soignants en général. Et nous voulons une remédicalisation de la gouvernance à l'hôpital, que la voix des soignants soit plus entendue pour tout ce qui concerne les décisions stratégiques. C'est quoi tes rapports avec les patients? Est-ce que ça aussi, ça s'est dégradé? Alors ça s'est dégradé de façon inégale, hein. Ça dépend des endroits dans l'hôpital, mais là où on voit le plus la dégradation, c'est aux urgences. Clairement, la situation aux urgences s'est considérablement dégradée dans la mesure où il y a eu un afflux de plus en plus important de patients qui a doublé en l'espace de 10 ans, je crois. Et aujourd'hui, c'est un goulot d'étranglement, d'engorgement. Donc là, oui, la situation est dramatique aux urgences. Et par la suite, comme il y a eu beaucoup de fermetures de lits dans les services de soins, eh bien, on ne sait plus où les mettre, les patients. C'est là où vraiment il y a un problème aujourd'hui qui n'existait pas autrefois, c'est l'accueil des patients et où on les hospitalise. Là, c'est vraiment un problème. Et imaginons la situation se dégrade encore plus et on dépasse le moment critique dans lequel on se trouve aujourd'hui. On l'a dépassé, le moment critique. C'est maintenant qu'il faut agir pour sauver l'hôpital public. Là, tout est en train de s'effondrer, vraiment. Les soignants, médecins et non médecins, commencent à fuir l'hôpital.
Est-ce que là vous manifestez, il y a beaucoup de blouses blanches, tu vois. Est-ce que vous sentez la solidarité au sein de la population ou il y a un écart, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Non, la population est solidaire, clairement. Là-dessus, on le voit bien dans les sondages, les enquêtes d'opinion. La population soutient l'hôpital public. Ce sont les pouvoirs publics qui, depuis des années, sapent l'hôpital public et en le mettant à la diète. Et on a beau expliquer qu'il y a un moment donné, on arrive à l'os, maintenant on est dessous l'os. À la moelle. À la moelle. Et une dernière question, comment les fourmis que nous sommes, nous, en dehors de votre situation professionnelle, mais qui concerne évidemment la population, parce qu'on parle de services publics, mais comment on peut faire pour vous aider, nous? Eh ben, la réponse, elle est très simple. Elle est politique, elle est dans les urnes. Donc voilà, si la population veut un système de santé qui fonctionne, il faut qu'il soit financé. Et il faut donc voter pour des gens qui défendent les valeurs du service public de santé. Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écouter d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/association Résonance, REZONANCE. Retour à l'entretien. Alors moi je m'appelle Béatrice, je suis infirmière depuis 30 ans au CHU du Kremlin-Bicêtre. Et du coup, tu as 30 ans d'expérience, donc tu as vachement bourlingué quand même, tu as dû en voir. Oui, j'en ai vu, ça c'est vrai. C'est un métier qui te tient à cœur, tu le lâches pas, c'est un truc Je ne lâche pas même, si ça se dégrade, je ne lâche pas parce qu'il y a toujours une passion avec le patient. Voilà, avec les patients, je crois que ça reste à cœur. C'est un métier de cœur, c'est pas un métier qu'on fait pour l'argent, sinon on aurait vraiment changé. Et voilà, c'est pour ça que je continue à me battre pour moi, mais aussi pour eux, pour les patients, pour la qualité des soins qui se sont franchement dégradés depuis des années. Moi, j'ai fait des manifestations bien avant et il n'y a pas eu d'amélioration. On le savait déjà que la séance publique, elle allait crouler. Le budget, il diminue. Par exemple, au Kremlin-Bicêtre, il n'y a plus d'ophtalmo. Pour un rendez-vous, il faut 1 an. L'ORL, c'est pareil, il faut 1 an. Donc, il y a vraiment une dégradation. Avant, en chirurgie, on avait 7 patients en charge. Maintenant, il y en a 12 pour exactement les mêmes soins. Donc, ce qu'il prêche, c'est faut activer, on fait que les soins techniques. Le rationnel, il est passé vraiment à côté. L'annonce des cancers, par exemple, aux gens, c'est comme si on annonçait qu'on allait acheter une baguette de pain. Ça devient complètement inhumain et pour moi qui ai vu l'évolution, c'est pas possible de travailler dans ces conditions-là, quoi. Donc on est là pour alerter. Par contre, tous les gens qui sont déjà malades, soignés et tout, ils sont déjà au courant de tous nos problèmes. Je sais qu'ils sont très solidaires. Le souci, c'est qu'on ne voit pas d'évolution, quoi. Il y a tout le matériel, enfin je parle du personnel, le matériel se dégrade, enfin il y a plein de choses comme ça. On ferme des hôpitaux, on en refait d'autres, enfin, on ne comprend pas tout semer de budget en fin de compte, alors qu'il suffirait d'avoir plus de matériel déjà dans l'existant et donc de refaire des trucs neufs, plus de personnel. Voilà. Surtout du personnel parce que là, vraiment, on arrive dans des services où c'est la catastrophe, quoi. Catastrophe. Moi, j'ai une collègue,
qui est infirmière. Moi, je suis infirmière depuis 33 ans. J'ai une collègue qui travaille en SSR, qui commence sa journée à 13h30, parce que l'intérimaire de nuit n'est pas venu et qu'il n'y avait qu'une infirmière de nuit ce jour-là, elle a dû doubler de 13h30 jusqu'à 6h45 le matin. Donc c'est quand même pas, c'est quelqu'un qui a mon âge, 50 ans quand même. Faut être réaliste, quoi. On met en danger les patients quand c'est comme ça. Et du coup, c'est un petit peu ma question en fait. C'est et s'il arrive vraiment une merde, quoi? Ça sera la faute de qui? Bien sûr. En premier, de celle qui fait la faute. Après, peut-être, il y aura aussi... On dit qu'on est en manque de personnel dans un service. La faute peut retourner sur l'hôpital. Et on n'a pas le droit de faire plus de 12 heures. Donc moi, ça m'est arrivé de faire plus. Et du coup, là, ça sera l'hôpital qui sera responsable parce que, légalement, c'est sur eux que ça peut retourner, quoi. Ouais, sauf que aussi légalement, l'infirmière, elle peut pas partir tant qu'elle n'a pas une relève. Donc de toute façon, c'est un cercle vicieux parce qu'elle est obligée de rester et en même temps, elle prend des risques en faisant un acte qui peut être préjudiciable. Hein. Et vous pensez qu'on a atteint un point critique? On l'a dépassé? On l'a largement dépassé? On l'a dépassé. Oui, pour moi, on l'a dépassé. Pourquoi? À la chaîne maintenant. Il n'y a plus du tout de relationnel parce que en fait ça ne rapporte pas. Donc c'est l'acte. Et comme si c'était clairement les patients c'est quoi? C'est des machines quoi, comme si on était dans une usine de voitures, c'est la même chose. Donc on n'a plus le temps de discuter. Et pourtant c'est ce qui nous donnait le plaisir de faire ce métier. Mais là en fait on n'a plus aucun plaisir. Maintenant c'est du stress. Et quand tu rentres chez toi, c'est est-ce que tu as fini ta journée de travail? En fait, tu n'as jamais fini. Même chez toi, tu n'es pas tranquille. Donc, parce que c'est quand même des patients qu'on a entre les mains, c'est pas des machines. Donc voilà, c'est triste. Et ce qu'a mis le gouvernement sur la table sur une échelle de moins 1 à 10, vous le situez à combien? Ce que le gouvernement a mis sur la table sur une échelle de moins 2 à 10 Là, pour l'instant, elle a mis quoi exactement sur la table? Là, je sais pas, j'entends parler de primes, En fait, c'est pas du tout ce qu'on a demandé. On n'a jamais demandé de primes. C'est trop. Est-ce que c'est pas un exemple en plus qui sont dans une logique comptable, justement? Oui, bien sûr. Oui. Ils vont nous donner une petite prime comme ça pour faire taire tout le monde un peu. Et puis, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Ils demandent du personnel, des gens, mais ça... Si on pouvait quand même avoir une revalorisation des salaires, parce que depuis des années, les salaires sont gelés. Et personnellement, par rapport à la responsabilité qu'on a, on n'est pas cher payé, quoi. Moi, personnellement, je ne peux même pas me payer un logement dans le privé avec mes enfants, quoi, ici, sur Paris. C'est quand même assez triste. Et ça fait 17 ans que je travaille à la PHP. Donc, voilà, et puis, bien sûr, la PHP n'ont pas les moyens de me trouver un logement non plus. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pas? Agnès, bouge tes fesses. C'est une belle fin. Je m'appelle Clara, je suis étudiante en médecine en 6e année, donc du coup c'est un statut de externe. On travaille à mi-temps à l'hôpital en stage et la deuxième partie du temps on étudie à la fac. Ok, ça marche. Moi je m'appelle Margot, je suis aussi externe en 5e année dans la même fac que Clara
Et en stage, pareil, le matin, et j'étudie l'après-midi. Ouais, on a commencé nos études de médecine en voulant être médecin. C'était le but. C'est pas mal, non, mais ça paraît logique. Ouais. On a toujours envie, toujours cette envie jusqu'à ce moment-là. Malgré la longueur des études et la difficulté parfois. Mais on se soutient, ouais, je pense, grâce à notre volonté première, quoi, qui est d'être médecin et de soigner des gens, pour le dire un peu naïvement, quoi. Du coup, là, en attaquant la réalité, en commençant à bosser sur le terrain, entre guillemets, vous êtes pris une claque, vous pensiez que c'était ça a été quoi votre rapport à se plonger dans ce bain-là? Franchement, moi je savais pas trop à quoi m'attendre. On démarre assez vite, hein. Là, à l'hôpital, on commence en 2e année. Donc je pense qu'on sait pas trop, on est jeune, on n'a pas forcément eu le contexte d'aller à l'hôpital avant. Donc je m'attendais à rien. En revanche, je sais que j'avais vraiment très envie de travailler à l'hôpital public, que ça faisait partie aussi de la vocation. Aujourd'hui, moins, vu comment ça se passe. Il y a quand même pas mal de... Il y a pas mal de choses qui se passent pas très bien. Il y a pas assez de moyens, il y a beaucoup de souffrance à l'hôpital, il y a beaucoup de souffrance des soignants, il y a beaucoup de souffrance des patients, il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout en accord avec ce qu'on défend. Donc je crois et ça fait longtemps que ça se dégrade, donc on est ici pour participer et soutenir un peu ce mouvement-là de ras-le-bol, quoi. Je crois que l'hôpital, si ça continue comme ça, l'hôpital public va disparaître. Donc, et on n'a pas du tout envie que ce soit le cas. Donc il faut qu'aujourd'hui, on change un peu les choses. Et si c'est pas trop tard, et j'espère que c'est pas trop tard. Je pense que dans le fonctionnement de nos études, en tout cas pour moi, c'était pas vraiment une claque parce qu'on arrive assez progressivement dans le système de l'hôpital et on met du temps à comprendre vraiment le fonctionnement et les dysfonctionnements aussi. Mais c'est vrai que pour moi aussi, peu à peu, en avançant dedans, je me suis rendu compte des conditions de travail, des conditions d'accueil des patients. Et on déchante un peu parce que, ouais, effectivement, quand on voit les internes, les chefs, les seniors, les chefs de service, c'est pas très alléchant comme perspective en voyant ce à quoi ressemble leur vie, en fait, qu'ils doivent vraiment se dédier à l'hôpital public parce qu'il y a pour compenser les manquements. Du coup, comment vous êtes accueillis? Déjà, on est stagiaire, donc on est censé être encadré pédagogiquement, ce qui est franchement pas toujours le cas, et parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour le faire. Donc déjà, ça commence là. Et puis ensuite, dans le soin, on se rend compte aussi qu'il n'y a pas du tout assez de médecins pour le nombre de patients qu'il y a, que les internes sont débordés de boulot, du coup, qu'ils nous demandent de faire des choses qui ne sont pas forcément de notre niveau, de nos ressources ou de nos compétences non plus. Donc personne ne nous prévient, mais ça se voit très vite. Mais même si vous allez à l'hôpital en tant que patient, je pense que vous en apercevez aussi sans qu'on vous le dise. Bon, en ce moment, il y a quand même des panneaux en grève devant toutes les urgences de Paris. Donc ça, c'est un petit avertissement qui commence là. Mais même passer les portes, vous allez attendre quelques heures. Vite, Et ça remet quelque chose en question pour vous? Vous avez pensé, vous avez douté à un moment? Comment ça se passe? Vous en êtes où là dans votre tête? Forcément, ça remet beaucoup de choses en question. Tous les jours, ouais. Enfin, tous les jours, on se pose la question. Bien sûr. Il y a beaucoup de sacrifices et beaucoup de responsabilités dans ce métier-là. Pas avoir l'occasion de pouvoir bien le faire, oui, évidemment, ça remet en question cette profession. Et pour le moment, vous continuez quand même? On continue, on va se battre un peu pour que ça change et quelques années encore, j'espère. On n'est pas non plus totalement résignés. Hein. Ça va changer. Ouais. On y croit. Ouais, ça va changer. On est là pour ça. Non, il faut qu'on continue à se mobiliser, il faut que tout le monde se mobilise. C'est vraiment, je sais pas, c'est un cadeau de notre société d'avoir un hôpital public et accessible et gratuit à tous. Et je crois qu'il est de notre responsabilité de le préserver, de le soutenir. Et de rester lucide dans les situations qu'on vit et d'essayer de garder un regard critique parce qu'on est quand même dans une grosse machine avec une certaine inertie dans laquelle on peut se laisser porter assez facilement. Je pense que c'est difficile de se faire entendre aussi parce que c'est rare qu'il y ait des grèves d'une telle ampleur. Et quoi qu'il en soit, ça ne peut pas avoir un impact national comme une grève des trains
personne ne peut prendre le train. Donc voilà, je pense que si on reste alerte, on devrait réussir à se faire entendre, j'espère en tout cas. Soyez pas dégoûtés, ça reste un beau métier. Et c'est ainsi que se clôture cet épisode. Merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont accordé de leur temps et leurs paroles. Des entretiens menés par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grande. Si vous voulez réécouter cette émission, découvrir les portraits précédents, rendez-vous sur le www.mixcloud.com/sur-la-route. Pour découvrir l'actualité de l'association Résonance, rendez-vous sur le facebook.com/association Résonance. Résonance, REZONANCE. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.